Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. De la parole aux actes, tel pourrait être le titre de ce long métrage de la journée d'aujourd'hui. Comme annoncé dans le communiqué du secrétaire général du président de la République, 289 personnes arrêtées pour les délits commis dans le cadre de la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun ont, au cours d'audiences publiques, en application de la mesure du président de la République, vu leur poursuite pendant devant les tribunaux militaires, arrêtés. Ainsi, 49 détenus à Bamenda, 16 à Bafoussam, 111 à Yaoundé, 14 à Douala, mais surtout, pas un certain. Il y a des noms qu'on n'a pas suivis. Ces poursuites donc sont arrêtées ce jour, suite en application, comme je vous l'ai dit, de la mesure du chef de l'État. Vers une sortie de crise à la suite de l'arrêt de poursuite, 289 détenus. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Arrêt de poursuite contre 289 détenus vers une sortie de crise. Pour en parler, je suis avec Maître Emmanuel Achou. Barista, you're welcome. Thank you. Good evening. Good evening to the viewers. Good evening, Sajadin. Oui. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Exact. Et président national des Reform Party. Ok, bien sûr. Bienvenue sur le plateau. Ce plateau également, Maître Emmanuel Pincy, bonsoir. Bonsoir, Saint-Jalin. Voilà, Maître Pincy, on va commencer par cette journée, on va le dire comme ça, du chef d'État. Ça fait en tout 7 décrets signés ce jour. Alors, comme tel, un nouveau président du conseil d'administration, un directeur général adjoint à l'ENAM, directeur général adjoint à la Mideno, mission de développement du Nord-Ouest. 7 décrets en une seule journée. Qu'est-ce qui peut justifier comme ça l'hyperactivité du président de la République ces derniers jours? En fait, le chef de l'État travaille toujours, mais je ne sais pas si signer 7 décrets est un travail harassant par rapport à ce que fait le président Biya. Je crois que ces décrets de nomination montrent déjà, vous avez un départ qui est consécutif au fait que le chief Moukete, qui est déjà sénateur, avait quitté sa fonction pour la règle du non-cumul, pour les problèmes d'incompétence, et que le président a nommé comme DG de Camtel l'épouse de Achille Achou, qui était directrice, je pense, régionale à Douala à une époque, qui est une femme. Oui. Et puis le président a également nommé comme DG de Camtel une dame, qui est la, je pense, non, c'est elle. Oui, Madame Yassondé, épousée Achidi. Oui. Et il a nommé à la SCDP également une dame, Madame Mompéa, qui je pense qu'elle était ancien ministre. Son mari qui était ancien ministre. Qui était ministre et qui est décédé. Oui. Et je crois que c'est un signe qui montre d'un certain renouvellement. Parce que je crois que c'est la première fois qu'arrive à des postes aussi importants, le même jour, des femmes. Voilà. C'est un signe. Peut-être qu'un jour, on aura également une femme ministre des Finances, ou surtout Premier ministre. C'est quelque chose qui est encore possible. On a déjà commencé à voir. Ça veut dire que la politique du genre et de la compétence est en train d'être mise en œuvre. Mais surtout, ce qui m'intéresse, et on va en parler tout à l'heure, c'est ce décret qui concerne les 289 personnes qui sont actuellement au niveau du tribunal militaire. C'est un signe qui démontre le désir de décrisper l'atmosphère et surtout que le président écoute, entend ce qu'il dit et qu'il veut que la paix puisse arriver dans ce pays. Maître Emmanuel Pincy, vous permettez à Barista Achou de placer un mot, surtout sur ces décrets, avant de rentrer dans le vif du sujet. 7 décrets en un jour. Le président, il est hyperactif ces derniers temps. Qu'est-ce qui justifie ça? Non, depuis le 6 novembre, le président, il se bouge beaucoup. C'est le constat qui est fait. Oui, mais si vous regardez son activité depuis les élections, il n'y a pas eu beaucoup de décrets. Oui. Non, je dis depuis qu'il a prêté serment. Oui, j'ai dit qu'il n'y a pas eu beaucoup. Donc,
7 en un jour, c'est tout à fait normal. Si les décrets et pas de moindre, hein? Il y a les décrets sont normes préparés suffisamment de les signer. Moi, je ne vois pas ce qui est fantastique. Donc, c'est normal qu'il signe ces décrets, puisque il n'y a aucun travail législatif dedans, c'est juste des signatures. Je ne vois pas un travail fantastique ou formidable dans une signature. Bon. Est-ce que le tout, c'est la signature? Pour aboutir à la signature du décret, il y a un travail de fond qui est fait. Voilà. Et ce n'est pas lui qui fait, c'est le service. Ce sont ces services qui préparent ces dossiers. Et comme lui apporte, donc... Et il lit le rapport quand même. C'est l'aboutissement, n'est-ce pas, d'un processus. Donc que ça arrive sur sa table le même jour, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Je ne peux pas lui donner une autre. une épaulette de plus parce qu'il a signé ce décret. C'est son travail. C'est normal qu'il signe ce décret. Et je pense que, comme mon confrère disait, mon confrère aîné a dit, c'est la première fois que nous voyons que le chef d'État se montre sensible du côté genre, en mettant en place, en mettant en avant des femmes. Et nous espérons que cette pratique va continuer. Et surtout, que ça ira du côté jeune. Parce que celles qui ont été mises là ne sont pas très jeunes. Donc il faut que les jeunes aussi, parce qu'il a dit qu'il va travailler avec les jeunes. Moi, j'attends voir comment il va travailler avec les jeunes femmes et les jeunes hommes. Ok. Bon, Maître Pensy, vous semblez doivent mettre déjà le pied à l'étrier. Allons-y donc avec cette nouvelle qui est tombée hier. 289 personnes. Tout le monde, il y a ce thème qui revient, apaisement. Oui, apaisement, mais c'est pas tout le monde. Oui. Parce que le texte concerne tout simplement, j'allais dire, des infractions délictuelles. Voilà, qui sont différentes des crimes. Or, des crimes, ça concerne les actes de terrorisme et autres. Et tous ceux qui sont, dans le cadre de cette affaire, qui sont arrêtés avec ces motivations-là, qui ont été en garde à vue pendant très longtemps, qui sont actuellement en détention provisoire sous la base des infractions criminelles, je pense qu'ils ne font pas partie de ceux qui seront libérés. Enfin, jusqu'ici, d'après ce que j'ai lu. Donc, on attend pour savoir, parce que le cas Ayoub Tabé ne me semble pas faire partie, tout simplement, des actes délictuels, puisqu'il est accusé de crime avec un certain nombre de ses amis. Or, ça poserait un problème, parce que vous savez très bien que il faudrait également déposer les armes, bon, ce qui n'est pas encore fait, et que le président de la République a reçu un certain nombre de personnalités des ambassadeurs, dont le plus récent est l'ambassadeur de France, Gilles Thibault, qui est sorti de là en parlant de la crise anglophone et du fait qu'il faut qu'il y ait de la paix. Les pressions également au niveau des États-Unis. Je pense que le Congrès américain a également eu à en parler. Le président français en parle. Beaucoup de personnes en parlent. Nous-mêmes ici, nous avons voulu qu'il y ait un apaisement. Et comme vous le voyez depuis un certain temps, le président s'est mis à faire libérer pas mal de personnes. Vous avez vu l'avocate Maître Ndoki avec ceux qui étaient poursuivis au niveau du RMC. Donc, parce que la guerre et toutes ces situations n'est pas bonne. Le conflit anglophone, le pays anglophone, que les gens ont voulu négliger pendant une certaine période, coûte très cher à l'État. Nous avons déjà Boko Haram de l'autre côté, nous avons également à l'Est. Ça faisait au total 600 milliards par an. C'est-à-dire pour les efforts, pour faire tout ça. Et quand vous voyez que ça rentre également avec disons, tout ce qu'on a appelé les criminels, ces consortiums d'associations de malfaiteurs en col blanc qui ont pris beaucoup d'argent, hein, parce que si vous regardez, le minimum c'est 2000 milliards, c'est peut-être un peu plus. Depuis 5 ans, on se rend compte que le budget de l'État ne peut plus supporter tous ces investissements-là sur les pertes pour faire la guerre et pour se battre et pour faire des investissements foireux qui sont préemptés par une bande, j'allais dire de voyous au cœur de l'État. Mais ainsi, le reproche qui est souvent formulé à l'endroit du pouvoir de Yaoundé, c'est que le pouvoir laissé
perdurer la chose. Le pourrissement, c'est ça qui est reproché aujourd'hui. Faire pourrir quoi? Vous parlez de la Non, guerre. mais ça a pris du temps, 2 ans. C'est maintenant qu'on commence à voir une espèce de volonté à résoudre le problème. Pourtant, c'est des choses je qu'on pense aurait qu'il y avait- pu résoudre depuis. Il y avait plusieurs thèses en présence. Oui, Il y avait des thèses de ceux qui étaient de va-t-en-guerre. oui. Il y avait des thèses qui voulaient qu'on en finisse et qui ont pris l'option de la guerre ou bien des armes avec, j'allais dire, un déploiement sans précédent des forces au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit au fait qu'au fond, des villages entiers, il n'y a plus de gens, les populations sont parties au Nigeria en centaines de milliers, il y a des villages qui sont vides. Mais cela n'a pas empêché que, bien qu'on ait arrêté des leaders, disons sécessionnistes, qui faisaient de la politique, on s'est retrouvé actuellement avec des criminels qui se mettaient à faire des enlèvements au niveau des écoles et que l'insécurité perdurait au niveau du pays anglophone. Or, les efforts de guerre sont maintenus malgré une situation qui est différente. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que le président a dû faire une analyse et que la thèse de celle à ce qu'il y ait une pacification et qu'on ait la paix et qu'on puisse se retrouver, cette thèse-là que lui conseillent la plupart des personnes et tous les analystes en disant, Monsieur le Président, on ne peut plus continuer parce que ce sont quand même nos frères. On a vu que le pays anglophone, le nord-ouest et le sud-ouest, surtout en passant par le sud-ouest, tout le côté du Nigeria, on ne pouvait plus faire le commerce. On a eu des difficultés multiformes. De ce côté-ci de Douala et ailleurs, toute la Silicon Valley qui se trouve à Béa était dans une situation désastreuse. Les gens vivent mal là-bas et ça rejaillit sur tout le Cameroun et sur la croissance. Okay. Donc sur ce point-là, le président a dû faire une analyse et je crois qu'il s'est dit que ce n'est pas une bonne chose. Et la convergence, j'allais dire, de tous les conseils qu'on lui donnait, et de tous les étrangers et de tout le monde qui lui disait également que le FMI, tout le monde en a parlé. Nous ne pouvons plus prendre des emplois au niveau du FMI. Nous ne pouvons plus prendre des emplois au niveau bilatéral. On ne peut plus prendre au niveau de la France. On ne peut plus prendre au niveau de l'Union européenne. On ne peut plus prendre partout. Tout le monde vous demande, monsieur, il faut arrêter la guerre. Le président a dû comprendre en disant que c'était une mauvaise chose de continuer et que je pense que l'idée qui prouve actuellement, c'est qu'il y ait la paix et que le pays redémarre. C'est la situation et c'est pour ça que le président l'a fait. Barrister Achou, je vous ai suivi hier attentivement au journal de Mimi Mefo à 18h. Vous réagissiez à chaud par rapport à cette mesure qui pour vous était très bonne. Mais vous plaignez que les noms, il n'y avait pas les noms de ces personnes-là qui devaient bénéficier. Et tel que ces partis-là, il y a surtout un nom qu'on attend, Ayoub Tabé. Si jamais Ayoub Tabé ne fait pas partie de cette liste de 289, est-ce que quelque chose va véritablement changer? Bon, je pense que l'hécatombe de la Cannes Oui. et la conjoncture économique désastreuse ont poussé le président à abandonner ses conseillers toxiques. Ouais. Et c'est ça qui fait, à mon avis, qu'il se rende compte que vraiment ça ne vaut pas la peine de perdre le temps sur des petits détails qui dérangent la République pour rien. Oui. Vous voyez bien dans le communiqué du secrétaire général qu'il n'y a pas de liste. Ce qui veut dire que c'est les tribunaux qui seront saisis, qui vont présenter les listes des personnes à libérer. Mais on a parlé des délits. Oui. Moi, j'ai un problème parce que on a libéré quelqu'un comme Agobala, ce n'était pas pour des délits. Oui. Pourquoi lorsqu'on veut libérer une vague de 289, on parle de délit? Si nous voulons pardonner pour que la République aille de l'avant, il faut libérer. Et Tout le monde. Libérer tout le monde et sans condition. Vous voyez, l'Afrique du Sud, j'aime prendre cet exemple, l'Afrique du Sud Commission Vérité et a dû Réconciliation. avaler sa fierté pour libérer Mandela, qui était pourtant condamné pour crime. Ils ont vu que, mais partout, comme mon confrère disait, on ne peut plus emprunter, on ne peut plus faire ceci, on ne peut plus. Mais alors, si nous sommes dans cette situation, avalons notre fierté, libérons tout le monde. Parce que la semaine dernière, j'ai eu vent de ce que
le interim government Oui. de l'autre côté, qui se trouve à l'étranger, aurait demandé à ce que les villes mortes soient arrêtées pendant le mois de décembre. Décembre, oui. Et c'est la population qui a dit non. Nous, on ne vous écoute plus. Les villes mortes vont continuer. On a vu lundi, c'était des villes mortes infernales. Alors, ça montre quelque chose. Ça veut dire que ce n'est plus la diaspora sécessionniste qui contrôle. Qui contrôle? Voilà. La population? Voilà. Si ce n'est plus la diaspora, ça ne peut être que ceux qui sont détenus. Alors, si c'est eux qui détiennent, qui contrôlent, vous devez donc envisager l'hypothèse de négocier avec ces gens. Parce que si nous voulons l'accalmie, Ceux qui contrôlent là ne sont pas parmi les mais ils 289 ne sont pas là. Pour eux, ils sont poursuivis pour crime. pour crime, pas pour des délits. Pas pour les délits. Or, nous avons déjà vu dans ce pays que les gens poursuivis pour crime ont été libérés à Bobana. Oui. Pourquoi pas ceux-là qui tiennent le levier, qui tiennent entre les paumes de leurs mains la paix de ce pays? Mais appelons ces gars, donnons-nous des conditions, pardon, faites arrêter ces hostilités pour que la paix revienne. Moi, je pense que ça aurait été quelque chose de très bien. Je salue cette initiative de M. le Président de la République et j'ai dit, vraiment, c'est une initiative, même comme elle arrive en retard, mais elle est très très bonne et je l'encourage à laisser de côté ses conseillers toxiques et à libérer tout le monde. Oui. Nous ne pouvons plus continuer. Regardez, l'économie est à genoux. Les apôtres de Vatangera, qui disaient que les anglophones n'étaient que deux morceaux de sucre dans un seau d'eau, ont avalé leur langue parce qu'aujourd'hui, la petite partie là, les a démontré que le Cameroun est un et indivisible. Parce que tout ce qui se passe là-bas affecte tout le pays. Oui. D'une manière ou d'une autre. Ça affecte tout le pays. L'économie est à genoux. Lorsque vous prenez le gros des revenus de l'État pour envoyer, pour nourrir les soldats, acheter des armes, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous endetter. On est déjà allé, on a demandé par emprunt obligataire à chercher de l'argent. Vous allez encore où? Donc je pense que c'est le moment de prendre son courage. Monsieur le Président, si vous m'écoutez, prenez votre courage, libérez tout le monde pour que ce pays revienne, connaisse la paix. Parce que moi je suis sûr, je suis convaincu que ce problème sécuritaire-là est derrière le refus de la CAF de nous laisser organiser la CAF. Entre autres. Non, ce problème-là. C'est ça qui était mis en avant? Oui, ce problème-là, c'est lui qui est devant. Parce que la CAF ne voudrait plus. Si vous regardez les stades sont presque finis. Les routes, les pluies sont finies, on peut faire ces routes en 2-3 mois. C'est le problème sécuritaire. La CAF s'est dit que si ces bad boys, qu'on appelle les Amba, décident d'interrompre les jeux, il n'y aura pas de remède. N'oublions pas que tout ce qui se passe ici, tout le monde sait, tout le monde voit. Les réseaux sociaux sont là, on voit ces images. Donc, il faut qu'on fasse tout et tout pour que la paix revienne. Comme ça, on va organiser notre cas. Étant donné même que, quand vous regardez les pays qui se portent candidats là, ils nous dépassent en quoi? Ils ne nous dépassent pas tellement. Hein? Donc, je pense que l'essentiel, c'est que la paix revienne et que ceux qui sont des bailleurs de fonds, qu'ils puissent nous regarder avec un œil plus favorable pour nous permettre, n'est-ce pas, de redécoller. Parce que si ce n'est pas le cas, les sanctions n'ont pas encore commencé à tomber. Parce que nous sommes là, on attend, si ça continue, les sanctions vont commencer à tomber. En plus de l'inflation qui nous guette au mois de janvier, imaginez la situation si la communauté internationale commence à dire sanctionnons le Cameroun pour ceci, pour cela, ça sera très grave. Donc, moi j'encourage Monsieur le Président de libérer tout le monde et de ne plus écouter ces conseillers toxiques qui se sont montrés vraiment des vautours, qui dévorent tous les budgets, n'est-ce pas, qu'on a mis à leur disposition. Ils le trompent seulement pour manger de l'argent. Ok. Maître Emmanuel Pensy, des chiffres, certains avancent, chiffres de 1000
détenus dans le cadre de cette crise. Et il trouve que 289, c'est rien. 5 000. Enfin, moi je n'ai pas les chiffres parce qu'on a vu depuis hier que c'est tombé. Les gens disent que non, on parle de 1000 détenus, mais 289, ils trouvent que c'est rien. Je crois que c'est les procureurs généraux qui doivent donner les vrais chiffres. Oui. Parce que c'est eux qui ont les statistiques pour savoir quelles sont la totalité des personnes qui sont détenues dans le cadre de cette crise. Dans le cadre de prison, dans le cadre de la crise anglophone. Parce que ça se trouve dans tous les tribunaux militaires, dans beaucoup de tribunaux militaires de la République, et que sur ce point, d'ailleurs, il y avait une réunion de chefs de cour il y a quelques jours à Yaoundé. Début de semaine à Yaoundé, le ministre d'État, ministre de la Justice, a sorti des mots qui nous paraissaient en tant qu'avocat très intéressants pour dire qu'il ne faut plus de détention provisoire arbitraire. Oui. Tout le monde sait que c'était tout à fait quelque chose qui devenait même un sport, un sport normal. Nous nous en sommes inquiétés. Même mon confrère Achou ici, tous les jours vous voyez des abus où on envoie les gens en Uber, il n'y a pas de place. Mais on continue toujours à les envoyer alors qu'ils ont des garanties de représentation et que le code de procédure pénale interdit qu'on puisse les envoyer en prison. Mais on continue toujours à le faire. Il y avait une inflation de personnes qui étaient en prison. Vous avez des gens. Moi, je dois, par exemple, de côté qui a passé 7 ans en prison, mais qui n'a pas été indemnisé à ce jour. Et que, sur les frais que nous avons eu à déposer, moi-même, j'ai dépensé plus de 2,5 millions à 3 millions de francs pour prendre des actes que les greffiers en chef refusent de rembourser l'argent alors qu'il a été acquitté. C'est un scandale qui est en train d'expliquer. Vous écrivez au greffier en chef, vous avez été mis en prison, l'argent est sorti pour prendre des actes de procédure. L'État dit que on doit vous sortir, vous n'avez rien fait et on vous rembourse même pas votre argent. Je dis c'est un scandale qui continue. Il y a des commissions théodules qui sont là et on ne voit pas la réalité des choses. Vous avez le greffier en chef va vous dire que non, ce n'est pas prévu dans le texte. Et il garde votre argent, on ne sait pas ce qu'il en fait. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais je voudrais quand même dire tout à l'heure en ce qui concerne Agbo Bala. Agbo Bala n'a pas donné des instructions pour tuer. C'est ça la différence avec Ayoub Tabé, qui était lui à la tête de l'État d'ambazonnier et donnait des instructions avec des déclarations de fanfaronnade qu'il faisait, on a vu. Et je pense que c'est ça qu'il le fait. Deuxièmement, je voudrais bien qu'on libère tout le monde. Mais sachant quand on tue les militaires, quand on assassine, et vous voyez nos forces armées voir les gens qui ont tué leurs compagnons, leurs camarades libérés, c'est un mauvais message qui est envoyé. Donc, on a tué les militaires de sang-froid, on a coupé des têtes des gens, on les arrête et vous voulez qu'on les libère. Moi, je ne sais pas. Sur ce point-là, je crois qu'il faudrait faire la part des choses sur un certain nombre de comportements des gens. Parce qu'on ne peut pas, sous le fait qu'il faut libérer tout le monde, libérer également ceux qui ont commis les crimes de sang et ceux qui étaient des vrais bandits. C'est-à-dire, vous prenez les gens, vous les tuez, vous demandez les rançons. Ça, c'est un mauvais message à envoyer. Donc, il faudrait également que force revienne à la loi. C'est pour cela que je suis d'accord avec ce que dit mon confrère Achou, qu'on libère le maximum de personnes, mais il faudrait le faire avec parcimonie. Je ne sais pas combien ils sont, peut-être qu'ils sont plus de 500, mais il faudrait que le ministre de la Justice, le ministre d'État donne des instructions à la totalité des procureurs généraux, des chefs de cour, pour qu'on leur donne la situation exacte de ceux qui se trouvent actuellement dans toutes les juridictions militaires du Cameroun. Vous savez que s'agissant des affaires sur le terrorisme, c'est Yaoundé qui est compétent. Donc, les autres, on ne sait pas sur quelle base ils sont arrêtés, peut-être sur la base des délits, et donc c'est pour ça que ça se trouve dans les autres, mais tout ce qui concerne le terrorisme, il se trouve à Yaoundé. Maître Emmanuel Pincy, est-ce qu'à un moment donné de l'histoire, on l'a vu avec la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, dirigée par l'archevêque Monseigneur Toutou, est-ce qu'à un moment de l'histoire, on ne devrait pas s'arrêter pour faire table rase de tout, pour avancer? Bon, sur la vérité, Nelson Mandela, je crois qu'il a passé 26 ou 27 ans en prison, et après on l'a sorti. Mais ceux-là, ils vont passer 1 an après avoir tué, et on les sort, je ne sais pas. Et je pense quand même qu'il faudrait qu'ils connaissent la case prison, qu'on les condamne, et après, qu'on arrive... Mais ils sont en prison déjà, non? Non, pas tous. Ils sont encore... Il y a d'autres, pas plus tard que la semaine dernière, ils sont allés prendre... Parce que là, on demande de libérer, ils demandent qu'on libère tout le monde. Tout ce qui concerne les délits
Oui. Ça, c'est très précis, hein, parce que le chef d'État est un juriste. Hein. Il a fait un 3e cycle de droit, hein, à l'époque, l'équivalent des agrégations. Oui. Bon, donc, quand il dit délit, il sait très bien que ça il n'est pas compris ceux qui ont commis des crimes. Oui. Donc, le terme est bien jugé. Alors, maintenant, à ce moment-là, il faudrait qu'on s'assied encore, parce que pour que quelqu'un comme Ayoub Tabé et les autres puissent, quand on envisage de les libérer, il faudrait même qu'ils fassent des déclarations en demandant aux autres de baisser les armes, de négocier avec l'État. Là, je suis d'accord avec lui, qu'on arrive à faire des accords pour trouver en sorte que tout cela cesse. Ils ont essayé, ça a échoué, et à ce moment-là, il faudrait qu'ils arrêtent. Mais si on doit les libérer pour qu'ils partent et qu'ils continuent encore à faire les mêmes actes, à mon avis, ce ne serait pas une bonne chose. Donc je souhaite qu'ils soient libérés, mais à condition qu'ils fassent également des gestes. Le président de la République a fait un geste très important actuellement. Il est dans une attitude de la pacification, parce que c'est quelqu'un qui a dit d'ailleurs qu'il est mendiant de la paix. Il veut la paix au niveau du Cameroun. Tout le monde voudrait la paix. Nous-mêmes, nous voulons la paix. Et Achou vient de vous dire, le fait qu'il y a une différence, que nous n'allons plus difficilement à Bouéa ou à Limbé, et qu'il ne peut plus y avoir de commerce, ça a des incidences sur l'économie entière du Cameroun, et qu'on ne peut pas continuer dans cette situation-là. Donc, qu'on libère d'abord les 289 personnes, mais qu'après ça, qu'il y ait des pourparlers en vue d'un accord global qui pourrait aboutir à la libération de tout le monde. Voilà à peu près le chemin que moi je voudrais qu'on emprunte pour que tout cela cesse. Barrister Achou, vous comprenez donc qu'on ne peut pas tout d'un coup, selon Maître Petsi, mettre tout le monde en liberté maintenant. Pour faire la différence entre le délit, les crimes. Je dois dire à la décharge du gouvernement que avant ce communiqué du SG de la présidence, le gouvernement avait déjà commencé à libérer des anglophones. Moi, je me fais un devoir de dire la vérité. Beaucoup de gens qui étaient détenus, qui étaient arrêtés et détenus dans des prisons de Djoum, partout, et dont les affaires n'étaient pas encore au tribunal, étaient déjà en train d'être libérés. J'ai un membre de ma famille qui avait été arrêté à Kumba. On l'avait amené à Djoum, tout le monde le prenait pour mort. Et lorsqu'on a commencé à fouiller... il est arrivé comme ça, il vous a retrouvé un jour comme ça. Nous l'avons retrouvé à la prison de Djoum et quelques jours après, on l'a libéré. Je n'ai introduit aucune action en justice. Il a été libéré. Donc, il n'était pas seul. Il y a beaucoup qu'on libère. Mais ceux-ci sont ceux qui étaient déjà arrêtés devant le tribunal. Donc, je dis, à leur décharge, c'est un vaste mouvement de libération. Et je sais que ça ne va pas s'arrêter là. Je demande tout simplement que, parce que mon confrère a parlé de d'environ 1000. Moi, je pense qu'il y a environ 5000 qui sont détenus. Moi, je voudrais que tout ce monde soit libéré. Mon confrère a dit quelque chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Il a dit, les gens qui ont commis des crimes, qui ont tué, quand on les libère, les soldats qui ont vu les gens qui les ont tués en liberté ne vont pas voir ça d'un bon oeil. Moi, je pense qu'il faut être honnête et clairvoyant. Si Sékou Ayoub Tabé et son cabinet étaient la branche politique, ils n'ont, à ma connaissance, jamais manié quelconque arme. Ils n'ont jamais tué quelconque citoyen. Ils ont donné des ordres. S'il vous plaît. Là, ça, c'est quelque chose qu'il faut prouver. Ah, d'accord. Ils n'ont jamais tué quelqu'un. Nous connaissons les noms de ceux qui sont des commandants militaires. On les connaît. Là, Yabacho et autres, on les connaît. Lorsque le président... un instant. Lorsque le président Barbeau est traîné à La Haye pour crime de guerre, il a tué qui? Voilà, non, le président Barbeau, c'était la Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce qu'il a tué nous savons très bien qu'il a été envoyé à La Haye. Oui.
Parce qu'il a perdu les élections. Il était le perdant. Oui, mais on lui a collé crime de guerre et tout ça. Oui, il était, il était du mauvais côté et la personne qui avait dans les perdants, qui avait l'avantage d'avoir la France de son côté, c'est les vainqueurs qui a écrivent voulu l'histoire. l'écraser. Oui. Donc on a accusé son chien de rage, oui. pour le noyer. Donc Gbagbo, nous savons très bien que Gbagbo n'a tué personne. Si on devait poursuivre celui qui a tué, suivez mon regard, vous connaissez cette personne. Donc, dans le cas d'espèce, moi j'ai dit, Sisikou Ayok Tabe et son équipe étaient des dirigeants politiques. Oui. Sur le plan militaire, politique, oui, sur le plan politique, ils ont commencé un mouvement. D'autres étaient des commandants militaires. Eux, on ne peut pas les reprocher d'avoir tué des soldats. Non. Ils ont donné des ordres. Est-ce qu'ils ont donné des ordres? Non, non, non. Ah bon. Je pense qu'il faut être honnête. Okay. Ceux qui ont donné des ordres, c'est des gens de l'aile militaire. Même au Cameroun aussi, on dit que le président de la République est chef des armées. Combien de fois est-ce que le président de la République donne l'ordre qu'on a tué telle personne? Combien de fois? Mais le président de la République nomme des généraux, toutes ces personnes militaires-là, qui s'en chargent. Il n'a pas besoin de dire, allez me tuer, mettre ici. Il faut regarder les dispositions, par exemple, de la Cour pénale internationale sur les donneurs d'ordre. Là, c'est autre chose. J'ai dit, vous avez parlé de donneurs d'ordre. Je suis en train d'expliquer que... vous avez prouvé qu'on a donné l'ordre, mais le président de la République a dit à un général, tuez-moi, mettre ici. Le président de la République ne peut pas le faire parce que c'est un homme de paix. Voilà, mais jamais il ne peut dire, allez me tuer tel. Et c'est pour cela que je dis, il faut faire attention avec ce genre de cas parce que M. Ayok Tabe était un dirigeant politique. Il n'était pas militaire. Il n'a jamais mis son pied dans la brousse. Nous n'avons pas la preuve qu'il a acheté des armes qu'il a données à quelqu'un. On n'a pas cette preuve. Il y a des gens qui disent qu'il aurait signé des conventions avec certaines sociétés pour fournir l'argent et des armes. On n'a jamais vu une arme arriver ici. On n'a jamais vu l'argent dans un compte. Non, il faut être honnête. Donc j'ai dit que c'est un dossier qui est gérable. Dans l'intérêt de la nation, nous pouvons... Parce qu'il n'est même pas encore jugé. Justement. Mandela a été condamné pour crime. Condamné. Mais on l'a sorti de prison. Au bout de 27 ans. Peu importe, on l'a sorti. Un condamné pour crime a été sorti et il est devenu chef d'État. Alors, pour vous ici, là, un prisonnier d'opinion. Ah non. Ah oui. Puisque c'était un dirigeant politique, un prisonnier d'opinion. Mais c'est ça. C'est comme tu vas prendre Achou maintenant. Je suis un dirigeant pour un parti politique. La différence, c'est que ce monsieur n'a pas créé un parti politique. Il est resté à l'extérieur, créé un mouvement pour dire je vais restaurer l'État. Mais ce n'est pas lui qui tire les armes. En tout cas, j'ai dit que c'est un dossier qui est gérable. Nous pouvons récupérer ces personnes, comme vous l'avez si bien dit, les demander de donner des ordres pour que ceux qui sont en brousse arrêtent. Oui. Et je pense... Il faudrait qu'ils fassent un pas. Moi, je pense que c'est possible de les mettre sur la table. Monsieur, demandez que ça s'arrête, que la paix revienne et on vous laisse. C'est possible. Maintenant, si, on voit là que c'est pas le premier acte du chef d'État. Il y a eu Agbo Bala et les autres en 2017. Il y a maintenant cette sortie de décembre. On attend encore des choses, peut-être la grande période du 31 décembre ou la grâce présidentielle. Est-ce que dans ce cas-là, les Mancho BBC et autres qui ont déjà été condamnés pourraient bénéficier de la grâce présidentielle? Pourquoi pas? Ben, je crois que le président est parti dans... Vous savez, c'est un homme épris de paix. Parce que là, il faut faire, Ben Percy, vous permettez, là, il y a l'arrêt de poursuite pour ceux qui n'ont pas encore été condamnés et la grâce pour ceux qui ont été condamnés. Les dispositions du code pénal le permettent. Oui. Donc, encore se passer des choses. Même s'il a fait passer devant le tribunal, le procureur général, après avis du ministre de la Justice, peut arrêter les poursuites. Oui. Après qu'il y ait une ordonnance de renvoi, ou bien dans le cas du tribunal militaire, il puisse envoyer le dossier devant le tribunal militaire. Même sans son avis. Qui ça? Le procureur général, même sans l'avis. Non, en règle générale, le procureur général prend l'avis du ministre de la Justice, garde des Sceaux pour des affaires de ce genre. Et je crois que le président Biya est dans une attitude où il voudrait qu'il y ait la paix au Cameroun. Donc tout est possible. Les mesures d'amnistie
sont également possibles en ce qui concerne ceux qui ont eu des condamnations qui sont définitives. Je crois qu'il a eu l'habitude de le faire. Je crois que, comme on dit au Cameroun, il est bien luné actuellement, et surtout, il est conseillé par tout le monde pour qu'il y ait la paix au niveau du sud-ouest et du nord-ouest. Moi-même, je vous assure, j'adore aller à Boya, ou à Limbe, ou bien à Kumba, où j'ai un ami, Maître État, qui a un hôtel. État qui a un hôtel là-bas très important, qui a 40 salariés qui ne travaillent plus. Toutes ces économies, il les a investies à Kumba. Donc, et donc, on a des réels problèmes des gens qui sont dans la misère de ce côté-là, et que le président de la République, vraiment, il a montré par cet acte-là, et depuis quelques semaines, qu'il est dans le sens de ce qui est la paix au Cameroun. Et c'est ce que tout le monde lui demande. Nous-mêmes, moi-même, je demande qu'il y ait la paix. Et j'ai dit, en ce qui concerne Ayoub Tabé, et tout à l'heure par rapport à ce qu'a dit Achou, je réitère le fait qu'il faudrait qu'eux aussi fassent un effort. Parce que le gouvernement, l'État, le président de la République a fait un effort immense. Il faudrait que les autres côtés, ils appellent ces personnes-là en disant arrêtez, baissez les armes, on arrête. Et une solution favorable à ce moment-là pourrait être envisagée pour tout le monde, pour qu'il y ait la paix totale au Cameroun. Et Barista Achou, quel peut être le premier acte? Restons sur les 289 là. Est-ce qu'on peut... Les villes mortes, ça peut s'arrêter? Les villes mortes? Oui. Non. Pourquoi? Ça va continuer comme ça? Les commanditaires des villes mortes, ce ne sont pas les 289. Vous avez vu que la diaspora a demandé que les villes mortes s'arrêtent? En décembre. En décembre, et les commandants qui sont sur le terrain ont dit niet. Parce qu'ils ont certainement reçu des ordres contraires. Des gens que je suppose être ceux qui sont là-bas. Donc, en libérant ceux-là, je pense que c'est juste un premier pas vers la disposition du gouvernement à peut-être négocier, je ne sais pas. Le second pas, ça peut être quoi? Le second pas... Un autre pas que le président devrait... Oui, mais il faut libérer tout le monde. Il faut libérer tout le monde. Parce que, vous avez un chiffre? Oui, moi, on m'a dit qu'il y a environ 5000 personnes qui sont détenues. Donc, il faut libérer tout le monde. Il faudrait les noms, hein, parce que balancer des chiffres de 5000... il faut libérer tout le monde. Allons un peu à la prison de Boya. Quand vous regardez les chiffres qu'on a mis... On a parlé de 99 personnes qui doivent être libérées à la prison de Boya. C'est bondé de monde. C'est pas 99 personnes qui sont à Boya. C'est bondé de monde. Donc il faut libérer tout ce monde qu'on a arrêté à l'occasion de cette crise. Il faut les libérer. Parce que, vraiment, si vous regardez même pourquoi la plupart des personnes ont été arrêtées, beaucoup ont été raflés. Oui. Beaucoup ont été raflés. Beaucoup n'ont pas été arrêtés en possession des armes. Oui. Vraiment, il faut les libérer. Vous savez que si un soldat rencontre un Amba Boy, vous croyez qu'il va l'arrêter? On finit avec lui. Si on a vu des vidéos, on ne peut pas savoir que celui-ci est l'un des garçons dangereux et on le laisse. Non. C'est rare. Donc, ça veut dire que ceux qu'on envoie devant ont de très très fortes chances de ne pas être ceux-là. Et vraiment, quand je vois souvent des images où on montre les corps avec des fusils à côté. Alors, est-ce que vous pouvez aller en prison là, prendre ceux qu'on a arrêtés avec des fusils? Il n'y en a pas. Donc je pense qu'il faut qu'on libère tout ce monde. C'est ça qui va permettre la calmie. Vous avez demandé la vraie mesure à prendre pour que la paix revienne. Je pense qu'il faut que le gouvernement fasse un pas. Un autre pas? Un autre pas, s'il vous plaît, vers ceux qui sont détenus. Oui. Vers les chefs. Parce qu'en libérant 289... C'est-à-dire Sissoko et les autres? Voilà, 289, c'est bon. Mais s'ils fassent un pas vers Sissoko et autres pour dire, est-ce que vous pouvez demander à ce que ça s'arrête? Là, on négocie. Ou là, on s'entend. Ça peut être très bien. Beaucoup voient ça comme lointain, mais moi, je pense que c'est très possible. Mais Barista Achou, vous avez dit qu'il y a ceux qui sont à la diaspora qui
maîtrisent aussi, qui ont leur mot à dire. Mais ils sont en train de perdre du terrain. Hein. Ils sont en train de perdre du terrain. Ils sont à la diaspora. La plupart entre eux, il y a des guéguerres entre eux. Ils ne s'entendent pas. Il y a des troubles. Ils ont détourné de l'argent, tout ça. Ils s'accusent là. Et ceux qui sont sur le terrain ont dit que non, on ne vous écoute plus. Et certainement que les autres là sont en train de donner des ordres pour dire voilà comment ça doit marcher. Et moi je pense que si ceux qui sont détenus sont mis à contribution, on peut avoir une meilleure solution que ce que nous avons maintenant. Donc je propose que le gouvernement fasse un pas vers eux, mais les appeler. Dites, donc essayez de donner les instructions que ça s'arrête. On voit comment ça peut se passer. Parce que le grand problème était ce cordon ombilical avec la diaspora. Si eux-mêmes ont coupé le cordon, c'est très bien, il faut saisir l'occasion, n'est-ce pas, de traiter avec ceux qui sont là, comme ça on pacifie tout. Ok. Et il y a aussi quelque chose, parce que nous voyons tous les jours les gens pleurer. L'autre jour j'étais sur Afrique Média, et en pleine antenne, on a ouvert l'antenne pour que les gens contribuent, mais les gens ont plutôt dit, nous sommes là, voilà, écoutez les coups de feu, c'est des soldats qui sont en train de tirer. Je pense qu'il faut aussi arrêter ça. Que l'armée aussi arrête de tirer des coups de feu comme ça. Parce que même si quelqu'un veut rentrer chez lui, il entend des coups de feu comme ça. Vous croyez qu'il va rentrer? Qu'on arrête de tirer. Arrêtez. Ça va permettre aux gens de rentrer chez eux. Et si quelqu'un est chez lui en train de dormir, il voit le voisin en train de prendre l'arme encore, il va lui dire, mais monsieur, vous n'allez pas faire qu'on vienne encore nous déranger ici. Ok. Ça va aussi aider. Voilà, merci. On se retrouve dans un instant. Bonsoir Nadine Yandou. Bonsoir Serge Alain Autou et bonsoir aux invités d'Equinox Soir. Voilà, comme tous les vendredis, vous êtes là pour le 20h, Nadine Yambou. 2-3 escales. Justement, ce soir, ils sont 289 ex-détenus de la crise anglophone qui s'apprêtent à passer leur première nuit hors des barreaux. Ils ont été donc relâchés ce jour au cours des audiences publiques tenues dans différents tribunaux militaires de la ville de Douala, Yaoundé, Bafoussam ainsi que Bamenda. Ils ont donc bénéficié de la grâce présidentielle. Une clémence, faut-il le préciser, Serge Alain Autou, ne s'applique pas aux commanditaires de la crise sécuritaire qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Nous reviendrons également ce soir sur les décrets du chef de l'État Paul Biya portant nomination de nouveaux directeurs généraux à la tête des entreprises publiques au Cameroun, notamment à la Camtel, l'ENAM ainsi que la Mideno. Ce sont donc au total 6 décrets rendus publics ce vendredi. Donc des décrets qui attirent l'attention des internautes. C'est le changement effectué à l'ENAM, institution éclaboussée par de nombreux scandales. Nutus Minjana cède dans son fauteuil à Sumbu Angoula, Bertrand Pierre, précisant également qu'au terme du conseil d'administration de la SCDP tenu ce vendredi, Véronique Mwampeya a été portée donc à la tête de cette compagnie pétrolière. C'est donc tout pour le moment, c'est Alain Autou. Voilà, madame, monsieur, développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Nadine Yambou. Quant à moi, je vous retrouve toujours en compagnie de mes invités pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Tout de suite, madame, monsieur, la pause journal. Voilà, retour sur le plateau Equinox Soir, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos deux invités. Il y a Barrister Achou et Maître Emmanuel Pessi. Je commence par vous, une fois de plus. 7 décrets en une journée, mais il y a quand même... le président a fait... Il a honoré les jeunes, on va dire ça, en nommant un jeune, on va dire, de 26 ans, je crois, à la tête de l'ENAM. Oui, enfin... C'est révolutionnaire. Je crois qu'il est sorti de l'ENAM l'année dernière. Oui. Donc personnellement, le président nomme qui il veut, même s'il m'a parlé un peu jeune. Oui. Mais c'est vous qui voulez, les Camerounais, vous dites toujours que le président ne nomme pas les jeunes. Voilà, il a nommé un jeune à la tête de l'ENAM. Personnellement, je trouve qu'il est un peu jeune. Mais peut-être qu'il peut faire de bonnes choses. Bon.
Donc je ne le connais pas. Il est sorti en février 2017. Bon, pour se retrouver président de l'ENAM, directeur général de l'ENAM, je trouve cela que pour la jeunesse, elle est servie. Voilà. Je ne ferai pas un autre commentaire. Barrister Achou, ça vous dérange aussi? Mais on se plaint que le président nomme pas les jeunes. Oui, alors qu'on a mis un jeune à la tête de l'ENAM, ça commence à faire débat, là, encore. Non, je pense que lorsqu'on demande au chef de l'État de nommer des jeunes, on ne lui demande pas de nommer les bébés. Pour vous, je ne sais quoi. Parce que quand vous nommez quelqu'un qui vient de sortir de l'école, il est sorti de cette école-là il y a un an, et il est maintenant directeur général. Qu'est-ce qu'il connaît dans l'administration? Qu'est-ce qu'il connaît dans la gestion des hommes? Qu'est-ce qu'il connaît? Mais non, il faut pas... Mais c'est le pouvoir discrétionnel de l'État, non? Il nomme aux emplois civils et militaires. Oui, vous avez le pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires, mais ne nommez de grâce, ne nommez pas des bébés. Nommez des gens responsables. Un enfant qui vient de sortir de l'école. Regardons son parcours scolaire. Le magistrat premier grade. Magistrat premier grade. Alors, vous voulez... C'est un bébé. J'ai dit, sur le plan professionnel, c'est un bébé. Donc, il y a mieux. Pardon, vous pouvez prendre d'autres jeunes. Des gens qui ont mis au moins 10 ans. Quand vous donnez à quelqu'un ce genre de responsabilité, on s'attend à ce que la personne puisse gérer comme un bon père de famille. Il a 26 ans en plus. Alors, quelqu'un qui n'est pas vous n'êtes pas sûr qu'il est même père de famille, vous le nommez à ce genre de poste pour former des magistrats, former des douaniers, former... Non mais attendez, vous voulez quoi? Non. Je ne suis pas pour ce genre de nomination, je trouve ça fantaisiste. Je pense que même si c'est quelqu'un de la maison, comme cela paraît être le cas, il fallait attendre que cette personne soit un peu plus mature. Cette personne n'est pas mature pour assumer la fonction qu'on lui a attribuée. Bon, et pour la nouvelle directrice générale, la SCDP, là, il n'y a pas de problème. Elle sort de la CSPH quand même. Oui, elle sort comme déjà la CSPH qui s'occupe quand même. Moi, j'ai été avocat à la CSPH. La stabilisation des prix des hydrocarbures. Je pense que Talba a été le DG de... Elle a le profil de l'emploi quand même. Elle a le profil de l'emploi. Elle a le profil de l'emploi, même si elle est l'épouse de quelqu'un. Parce que j'ai vu des gens qui disent que son mari a été ministre, donc comme il est mort, il faut également récompenser sa femme. Moi je trouve ça méchant. Parce que la plupart des femmes ne sont pas nommées. Moi, j'aime travailler avec des femmes. J'ai eu beaucoup de collaboratrices qui m'ont donné satisfaction. Et je dois vous dire qu'il y a peu de femmes qui ont des postes importants au niveau de la République. On a vu, par exemple, il y a une dame qui s'occupe du management. Je pense qu'elle est DGA, je crois Madame Biolay, quelque chose comme ça. Oui. Elle est compétente. Donc il faut promouvoir un certain nombre de dames à des fonctions de ce genre. Pour moi, ça me fait... Je suis vraiment très content que le président ait pensé à nommer des femmes à des postes de responsabilité. Celle-là au niveau de SCPH, Madame Achide Achou au niveau de Camtel, où le président de Camtel, le directeur général de Camtel était assez décrié. La Camtel est une société qui marche mal. Et je peux vous dire que moi, par exemple, je suis à un abonnement Internet, mais ça fait à peu près depuis août, je n'ai rien du tout. Alors je leur envoie une lettre pour dire que je résilie. Ils me disent qu'ils refusent de recevoir la lettre. Alors j'ai dû l'envoyer par lettre commandée avec AR. Je finirai par l'envoyer par huissier et je vais prendre un abonnement ailleurs. On ne peut pas, une société comme ça. La plupart des ingénieurs qui ont été très bien formés au Cameroun sont en train de partir dans le privé. C'est eux qui font le bonheur de Orange, de Nextel, de MTN et autres, parce que ils sont mal formés. Et je ne dirai pas le reste. Parce que vous ne pouvez pas déjeuner une société et avoir des filles qui ont 50 grossesses et accouchements de vous. C'était quand même des abus du canapé qu'il faut dire. Non, on ne va pas dire ça. Non, ça c'est... Non, il faut dire des choses vraiment... Non, on ne va pas dire ça. Non, ce pays-ci a... Non, il faut faire attention. Oui, on ne va pas dire ça ici. Non, merci. Il faut dire que quand vous faites... Ça existe en France. Ce problème-là qui MeToo, qui aux États-Unis a fait que des plus grands producteurs partent, existe, il faut le dire et le dénoncer. Oui, la promotion ne doit pas se faire.
Non, on va pas attaquer. Je dis que la promotion ne doit pas se faire par le canapé et je suis bien content que le président l'ait remplacé par une dame et que cette dame qui était directrice régionale ici, c'est une dame qui est connue, ce n'est pas parce qu'elle a un mari. Vous savez très bien que la plupart des personnalités cherchent souvent des jeunes filles qui ont fait de bonnes études et pour moi, c'est pour ça, pour ses capacités que le président l'a nommé. Donc j'ai dit ce que j'ai à dire par rapport à Kamtel. Ok. Bon, on va revenir à l'ENAM. Un jeune, vous dites que ça vous dérange. Mais qu'est-ce qu'on veut finalement? On dit il y a trop de vieux, c'est la gérontocratie. Maintenant que le président nomme un jeune, ça vous dérange encore? Mais vous avez compris ce que mon confrère a dit à propos des deux dames qu'on a nommées à Kamtel et SCDP. Oui, SCDP, Kamtel et SCDP. C'est des dames qui ont montré de quoi elles sont capables. Ailleurs, ce ne sont pas des gens qui sont sortis des coffres chez banque. Alors, quand vous prenez quelqu'un qui est rompu dans la tâche, qui a montré dans d'autres entreprises qu'elle connaît, alors vous ne pouvez pas comparer ce genre de personne à un enfant qui vient de sortir de l'école. Un an! Non, mais attendez. Où est-ce que vous mettez le pouvoir discrétionnaire du chef d'État? Ça, c'est le pouvoir de désignation. Oui. Ce n'est pas synonyme de compétence. Je voudrais que vous me montrez, vous me convainquez que une personne qui vient de sortir de l'école l'année passée est compétent pour tenir un poste. Ce genre de poste. Attendez, si cette personne-là se retrouve à l'étranger, en train de représenter l'ENAM dans une réunion ou conférence, qu'attendez-vous de lui? Il va puiser son expérience d'où? Il va vous signer quel genre d'accord? Non. J'ai dit cette personne n'est pas mature. Moi, je n'ai rien contre cette personne, mais un magistrat premier grade. Ça veut dire bac plus combien d'années d'études? Bac plus combien d'années? Mais dis donc. Si c'est un magistrat que vous voulez, prenez des magistrats. Il y en a. Pêle-mêle. On a des magistrats au hiérarchie. On a des magistrats, des jeunes magistrats qui ont 30-35 ans, qui ont 10 ans de métier. Mais pourquoi pas chercher parmi ceux-là? Vous allez prendre. Et puis, ce qui fait mal, c'est que on dit que c'est une consonance familiale. Donc, parce que c'est la famille, vous allez nommer un enfant qui sort du ventre? Non, c'est pas bien. Les deux dames, ça va, mais celui-là, il ne peut pas. Je n'avale pas. Mais il y a ce qu'on appelle au Cameroun la force du décret. Hein. Le décret est signé, qu'est-ce qu'on fait? Oui, le décret est signé, il nous reste à gérer les conséquences du décret. Ok. Je voudrais quand même dire que c'est le fils du chef supérieur de Yezoum. Donc, je ne sais pas si cela a eu une incidence sur sa nomination, parce que son père est chef supérieur. Franchement, j'aurais souhaité que, et j'appuie ce que vient de dire mon confrère Achou, qui sortent de l'école l'année dernière et puis qui viennent présider une école aussi prestigieuse ne me semble pas être un très bon signe. Peut-être qu'on a présenté un dossier au président de la République qui sache qui il a nommé. Parce que je ne suis pas du tout certain que le président de la République, qu'on lui a présenté, est conscient qu'il était de sortir quelqu'un qui n'a même pas mis à peu près un an dans la magistrature. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas encore comment on rédige une décision. C'est un enfant, 26 ans, à la tête de l'ENAM, pour former tous les administrateurs du Cameroun, les inspecteurs des impôts, des affaires sociales, les fiscalistes, tout ce qui concerne le pays, les administrateurs, les préfets. Bon, je ne comprends pas ce qu'il y a. Mais les gens deviennent fous. Vous ne pouvez pas présenter au président de la République un enfant qui a 26 ans, sous le prétexte que son père est le chef supérieur de Yezoum, le chef supérieur, pour faire des jeux de l'ENAM à la sortie de l'école. Alors que des gens sont compétents. Et d'autant plus que, depuis un certain nombre de temps, et vous le savez très bien, à 60 ans, on était considéré comme trop jeune pour rentrer au gouvernement du Cameroun. Donc on prend l'extrême, et on sort quelqu'un qui a 26 ans, alors que ses propres camarades, dans certains cas, certains qui étaient à l'ENAM, n'ont même pas encore commencé peut-être à percevoir le salaire. C'est un complément d'effectif, comme on dit. Je trouve que sur ce point-là, permettez-moi de ne pas être d'avis, même si le président a le pouvoir discrétionnaire de nommer qui il veut. Il aurait pu le nommer ministre s'il le veut,
mais parce que ministre, ça c'est... Tout le monde peut aller devenir ministre et faire ce qu'il veut, mais le nommer... Et là, c'est plus technique. Hein, c'est plus technique et ça pose des problèmes au niveau des compétences pour savoir... il n'a pas l'expérience nécessaire pour être à la tête de l'ENAM. On passe d'un extrême à l'autre. Et pour moi, ce n'est pas très bon. Ok, je reste avec vous, M. Pensy. Il y a cette guerre-là depuis, je crois, le début de l'année, entre Henri Konan Bédié et Alassane Dramane Ouattara. Henri Konan Bédié se plaint de cette... on n'a pas respecté ce qui avait été dit lorsqu'on mettait sur pied le RHDP. C'est-à-dire qu'on accompagnait Ouattara pour un certain nombre de mandats. Après, c'était le PDCI. Je pense que le Sphinx, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, déjà qu'il y a des émoluments, vous ne pouvez même pas les connaître. Hein. Ouais, on lui repose de ne pas être reconnaissant. Hein, il reçoit beaucoup d'argent. Hein. Oui. C'est pas 200 millions par an, hein, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, on lui donne tellement d'argent. Et beaucoup d'autres cadeaux. Et beaucoup d'autres cadeaux qu'il reçoit, des maisons, etc. Non, il voudrait tout et contrôler encore la Côte d'Ivoire. Non, mais c'est un problème de respect de ce qui a été dit. Les accords sont des accords. À l'entre-deux tours de 2010. Moi, je ne sais pas. Vous avez également les promesses qui ont été faites à Guillaume Soro. Oui. Pour prendre la place après, et que lui-même également est en train de relancer actuellement le mouvement des syndicalistes des étudiants pour se positionner pour être candidat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau des accords, et vous savez que le PDCI, beaucoup de personnes sont parties et maintenant retrouver le parti de Ouattara qui voulait faire un grand rassemblement des soufétistes et que Konan Bédié veut toujours continuer à diriger. Et je pense qu'à un moment donné, et vous savez qu'il n'était pas à l'origine du problème de l'ivoireté. Parce que les gens ont oublié ça. C'est lui, ça faisait des... c'est lui qui est à l'origine. C'est lui qui est à l'origine de ce problème qui a entraîné la guerre civile. C'est quelqu'un qui ne se fatigue pas du pouvoir. Quand vous le voyez, vous voyez déjà, comme on appelle le Sphinx, il se prend pour un empereur. Et à un moment donné, il veut tellement faire l'immixtion au niveau de la politique parce que Ouattara est quand même le chef d'État. Quand vous êtes chef d'État, à un moment donné, vous gérez la politique et la politique, il y a des évolutions politiques. Les accords sont des accords qui peuvent évoluer. Parce que les accords politiques peuvent également être rompus parce qu'il y a peut-être un certain nombre de comportements qui font en sorte que ça peut déstabiliser la totalité du pays. Donc, Ouattara a pris, d'ailleurs, le vice-président c'est quelqu'un du PDCI. Oui, comme ton camp. Oui, le Premier ministre lui-même, il était assez proche. Et la plupart du temps, il a voulu en faire donc une coalition d'un parti pour diriger le pays. Et Ouattara n'en veut pas. Le même problème s'est arrivé sur le Cameroun, où vous savez qu'il y a eu l'UC, qui était à l'époque, parce que les gens semblent l'oublier. Le Cameroun était un parti où il y avait le multipartisme. Bien sûr, bien sûr. Et il y avait un multipartisme qui était fort dans ce pays-ci. Lorsque le président Ahidjo prend cette décision en 1960 de faire, il y a des personnes qui sont allées en prison, comme M. Kalachar, avec Eyida Bébé et autres, qui avaient fait une lettre pour s'opposer en disant comment pouvez-vous qu'on passe du multipartisme et maintenant on va avoir un parti unique. Donc j'ai été membre en étant petit. Donc je suis très longtemps dedans. J'habitais chez mon oncle qui était préfet inspecteur fédéral d'administration à Yaoundé. Et nous étions enrôlés comme étant des jeunes qui faisaient partie de l'UC, parti obligatoire. Et il y avait encore des gens, ils ne savent pas. Quand vous marchez en route, on vous demandait la carte du parti. Et c'était un des éléments qu'on pouvait vous sortir du taxi pour pouvoir vous emmener quelque part. Et lorsque vous bavardez, on disait que vous étiez subversif et vous pouvez vous retrouver un peu à Yoko et ailleurs. Tcholélé ailleurs. Alors vous voyez donc, c'est pour ça que je reviens que le président de la République, Paul Biya, qui a donné au Cameroun en disant qu'il a eu le multipartisme. Il y a le multipartisme au Cameroun. D'ailleurs, mon confrère est à la tête d'un parti politique, même s'il ne se présente pas aux élections, mais qui a son mot à dire parce qu'il a sa compétence et son franc-parler. Oui, ça c'est une bonne chose, mais des gens comme, je m'excuse, le président Bédié, le Sphinx, doit savoir que son temps est relativement passé et que il veut toujours continuer à diriger la Côte d'Ivoire. Et justement, Alassane Dramane Ouattara disait qu'il faut céder la place aux jeunes. C'était en février dernier. Je pense qu'il faut céder la place aux jeunes, mais il ne faut pas totalement écarter les vieux.
Les vieux sont nécessaires parce qu'ils sont sages. Mais à un moment donné, il ne faut pas aussi laisser la place aux trop jeunes. On revient. Voilà sur cette situation, barrister Achou. Il se pose réellement un problème de respect de la parole donnée. C'est-à-dire ce qui a été dit en 2010. Henri Konan Bédié pense que Lassane Dramane Ouattara, le président ivoirien, ne respecte pas la parole donnée. Oui, mais vous voulez que M. Konan Bédié, qui a déjà été à la tête, comme on dit, la bouche qui a bu, boira. Alors lui, il ne se lasse pas. Je pense qu'il doit caresser... Pas forcément lui. Il doit caresser intimement le rêve de revenir. Non, pas forcément lui. Ça peut être le temps de quelqu'un du PDCI. Oui, mais vous voyez que moi j'ai eu l'impression que dans cette guerre entre les deux là, il y a des gens qui veulent rentrer à la case départ pour refonder leur parti. Parce que quand je les vois, il y a des groupes qui disent que bon, Ouattara ne doit pas les avaler. Il faut qu'ils maintiennent leur identité. Statu quo ante. Voilà. Donc, est-ce que la situation pouvait être différente si Ouattara respectait la parole donnée? Moi, je ne pense pas. Parce que si Ouattara respectait la parole donnée, ça veut dire que tout le monde devait rester dans cette configuration le temps que Ouattara sera au pouvoir. Et ce temps-là sera combien d'années? Je pense que les autres aussi veulent se faire une place au soleil en retrouvant leur identité. On parle de Guillaume Soro, Sigbofori Soro? Bien sûr, bien sûr. Ils doivent avoir aussi la possibilité de se faire une place au soleil. Ce qui ne sera pas le cas s'ils restent sous le joug de Ouattara. Donc je pense que c'est tout à fait légitime que tout ce monde s'agite. Ok, voilà. Maître Manuel Pinson va sortir avec le sujet principal. Comment faire donc pour sortir de la crise? Est-ce qu'il y a des pistes qui pourraient amener le président à... Il peut explorer d'autres pistes en dehors de celles qu'on connaît? Je pense qu'il faudrait plus que jamais rentrer en relation avec Ayoub Tabé, oui. Faire en sorte, ainsi que ceux qui sont les dirigeants de cet État fantomatique, de faire en sorte qu'il y ait un vrai dialogue et qu'on puisse aboutir... Mais à partir du moment où il a nié la nationalité camerounaise, comment on peut gérer ça? Et donc il est apatride. Non, il dit qu'il est ambazonien. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est un jeu de rôle. Et moi, j'ai dit, par exemple, son avocat, John Chou, ils ont plaidé ça. Parce que justement, entre autres chefs d'accusation, on dit défaut de carte nationale d'identité. Mais on va lui faire la carte d'identité. Comment ça? Non, s'il ne veut pas la carte d'identité, oui? S'il n'a pas de passeport, il va sortir comment? Parce que normalement, s'il ne veut pas avoir une carte d'identité et qu'il se retrouve sans pièces, sans rien, il est en infraction. Non, on veut le sortir de là. Quelqu'un qui n'a rien, aucune pièce, qui est comme un Nangaboko et qui dirige un État qui n'existe pas. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Moi, je crois qu'il avait pris cette position qui était un jeu de rôle pour embarrasser le pouvoir et faire en sorte que, en fin de compte, il ne ferme pas la porte à une sortie. Parce que d'après ce que nous avons appris tout à l'heure, qu'ils ont pris le pas sur la diaspora qui ne reçoit plus, qui ne donne plus les instructions à ceux qui sont sur place, et qu'à partir du moment où ils ont déclaré qu'ils étaient des ambazoniens, ça a renforcé leur popularité au nord-ouest et au sud-ouest. Mais ceux qui sont là-bas savent très bien qu'ils sont des Camerounais, qu'ils le veuillent ou non, et que sur ce point-là, qu'on le veuille ou non, on va prendre contact avec lui. Parce qu'il ne faut pas refuser de discuter avec lui. Parce que pendant longtemps, on a, RDPC même, à Yaoundé, on disait qu'il n'y avait pas d'interlocuteur en face. Non, il y a des interlocuteurs en face. Ah, il y a déjà? Non, il y a des interlocuteurs. Parce qu'avant, il ne faut pas faire ce qu'on appelle le négationnisme. Oui. Parce qu'il y a même certains qui ont dit qu'il n'y a pas de crise anglophone. Oui. C'est une thèse qui
qui a prévalu à un haut niveau. J'aime toujours dire que c'est dans vos camarades, hein, parce que vous me donnez trop de camarades. Comment ça? Non, j'explique qu'il y a, dans un parti multiforme, oui, où il y a plusieurs thèses, à un moment donné, certaines thèses peuvent avoir le dessus. Mais force est de constater qu'au fur et à mesure où on continue, d'autres thèses qui sont pour la paix, et c'est ce qu'a dit le communiqué du secrétaire général du président de la République, et les agissements du président de la République depuis quelques jours, qui sont constants, montrent qu'il veut qu'on aille vers la paix totale au Cameroun. Et si on doit aller vers la paix au Cameroun, il ne faut pas exclure de discuter avec Ayoub Tabé et les siens qui sont en prison. Je crois que ça va être l'occasion de faire en sorte que on puisse entrevoir une résolution totale du conflit. Parce qu'on ne peut pas les laisser, parce que c'est pas des délits, on ne leur reproche pas des délits, mais plutôt des infractions criminelles. Donc ils ne sont pas concernés par la sortie de ceux qui y sont sortis ou bien qui vont sortir demain, et que pour aboutir à la paix totale du Cameroun, il faudrait qu'on arrive à une libération ou à une amnistie, ou en tout état de cause à une décision du président de la République qui doit se faire en négociation. Parce que on a même vu dans des pays comme en Colombie ou ailleurs, d'ailleurs, le président colombien a eu le prix Nobel de la paix. Il a eu le prix Nobel de la paix parce qu'il a négocié avec le FARC, où il y a eu des centaines de milliers de morts, et qu'à ce moment-là, on fait table rase sur le passé. Et je crois qu'à ce moment-là, je ne pense pas que Ayoub Tabé peut refuser de le faire. Est-ce qu'il y a des personnes on peut passer par les gens de son village qui est dans la Magnou, et il peut à ce moment-là également passer par son avocat Frou et d'autres pour faire en sorte, et même avec le cardinal Toumi, qui est toujours quelqu'un de très bonne volonté, pour faire en sorte, il faut toujours passer par les prélats, pour faire en sorte qu'on puisse amorcer le dialogue. Je rappelle d'ailleurs que le président Biya, qui est rentré en politique comme il était séminariste, a un certain nombre de points de convergence avec un certain nombre de prélats, et qu'à partir de ce moment-là, on peut arriver à trouver une solution durable et totale pour le conflit du nord-ouest et du sud-ouest. Barista, pour terminer, les pistes, rapidement. Je voulais d'abord dire quelque chose sur la question qui avait été posée à mon confrère aîné. Vous avez dit, mais Ayoub Tabé a dit qu'il n'est pas camerounais, il est ambassadeur. Je pense qu'il avait dit il est Southern Camerounien. Oui, Southern Camerounien. Bon, je pense que quand il dit il est Southern Camerounien, il n'a pas d'ambassadeur. Il dit qu'il est camerounais. Voilà. Parce que Southern Cameroun, c'est l'État qui existait avant 61. Oui. Et cet État, même si on dit qu'il n'y a pas d'union juridique, il y a une union de fait avec le Cameroun, et aujourd'hui, tous les Southern Camerounais ont des passeports ou des cartes d'identité camerounais. Bon, on a dit qu'ils sont poursuivis pour défaut de carte d'identité. Je pense que c'est une idiotie. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un à l'étranger où la pièce exigée c'est le passeport, et vous venez avec lui ici la demander la carte d'identité. Non, il faut qu'on soit sérieux. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a une porte de sortie? Oui. La porte de sortie, je pense qu'on peut avoir au moins 3 portes de sortie. Le président de la République avait dit dans son discours inaugural qu'il va donner plus d'autonomie aux deux régions anglophones. Mais moi, quand je regarde le budget qui est passé à l'Assemblée, je n'ai pas vu trace, je peux me tromper, mais je n'ai pas vu trace de cette autonomie-là. Parce que s'il y avait une trace de l'autonomie, on arrive au terme rapidement. Il y avait trace de l'autonomie, on devait voir l'argent qu'on a mis de côté pour dire ils auront tel budget pour gérer les affaires. Il n'y en a pas. Donc il faut que le président de la République, à part le dialogue qu'il doit engager avec M. Ayoub Tabé et son équipe, il faut qu'il fasse d'autres gestes, des concessions. Ce côté-là, les gens se plaignent parce que l'État avait presque tout délaissé. Il faut que l'État mette des moyens. Mettre des moyens pour développer ce coin. Ok, voilà. Merci, maître. Merci également à vous, barista Achou. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin. Signor barista, il précise. Signor barista Emmanuel Achou. Merci à vous, maître Emmanuel Pensy. C'est ici que prend fin ce numéro 2
Equinox ce soir, rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Ewele Village et Yumojok Subdivision, c'est dans le département de la Magno. Sud-Ouest.